Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Cette vision du monde devient outil clinique peu à peu. L'examen n'est pas seulement visuel, il est sensoriel. On observe la couleur du visage, verte, rouge, jaune, blanche, noire, et l'on sait quel mouvement domine. C'est encore le cas aujourd'hui ? Oh oui. Ouais, Oh ça, oui. ça c'est dingue. Oh oui. La façon dont les gens s'expriment, la façon dont les gens vous regardent. C'est hyper important d'observer ça. Moi, je sais, dans la salle d'attente, s'ils vont mieux ou pas mieux. Ah, ça c'est dingue. Ensuite, il faut mettre des mots. Oui, bien sûr. Mais Ouais. j'ai détesté l'époque des masques pendant le Covid parce que je ne pouvais m'attacher qu'aux mots. Et j'avais 50% des informations qui m'échappaient. Effectivement, comme les enfants qui vont avoir du mal plus tard. On examine la langue, évidemment. Alors ça, on le faisait aussi en Occident. La voix, les humeurs, déjà. On écoute le pouls, non pas comme un battement mécanique, mais comme un fleuve. Le médecin note la saison, l'heure du jour. En hiver, les reins sont fragiles. Au printemps, le foie s'enflamme plus aisément. Peut-être à cause de ce qu'on mange, je ne sais pas. Chaque élément de la nature sert de repère aux soins. L'automne, métal sec, appelle des remèdes qui humidifient et assouplissent. Si un patient vient avec une toux sèche et une mélancolie sans cause, le praticien va prescrire des poires cuites, quelques graines de sésame noir et posera une aiguille sur un point de l'avant-bras pour, je cite, « ouvrir la porte du souffle ». Rien n'est laissé au hasard, tout procède d'une lecture du monde. Et l'acupuncture est née de tout ça. Ce qui est fascinant avec l'acupuncture, c'est que nous avons une approche globale. Globale, c'est-à-dire que le ou les symptômes, on le réintroduit dans l'organisme. Et l'organisme, il nous est indispensable de réintroduire l'organisme dans le cosmos, c'est-à-dire comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils vivent, est-ce qu'ils sont heureux, pas heureux, quel est leur centre d'intérêt, etc., etc. On n'est pas à l'opposé du médecin que je suis, lorgnette, focalisé sur tel ou tel symptôme. C'est ça qui est intéressant. Ouais, bien sûr. On a une approche beaucoup plus globale, beaucoup plus complète. Systémique, comme je disais tout à l'heure. C'est vrai qu'un médecin occidental, on va dire traditionnel, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont très bons, bien sûr. Comme tout, il y en a des bons et des mauvais, comme les chasseurs. Mais j'ai mal au genou, il va traiter mon genou. Mais peut-être qu'avoir mal au genou, encore que ça change maintenant, ça commence à changer. Mais pourquoi j'ai mal au genou ? D'où ça vient ? Est-ce que est-ce que je me tiens mal ? Est-ce que j'ai eu un souci ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Et c'est tout ça qu'il faut voir. Alors, les théories prennent sens quand elles rencontrent la chair. À partir de la dynastie Han, la médecine chinoise entre dans le domaine du concret. On n'invoque plus les souffles seulement, maintenant on les mesure, on les interroge, on les guide. Ce n'est plus le temps des légendes, peu à peu, mais celui des cliniques. Ces lieux modestes, donc très tôt, où des hommes notent, comparent, corrigent et où se forge une science du corps avant la lettre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'importance d'avoir pu écrire ça et d'avoir des textes et des contenus, on va y venir. Ces praticiens dans leur village ou à la cour suivent un malade jour après jour, notent la couleur de ses urines, la forme de sa langue. Alors chez nous aussi, c'était le fameux comment allez-vous à la selle, etc. On goûtait les urines aussi. La forme de la langue, la tension de son pouls. C'est pas des mystiques, ce sont encore une fois, j'insiste, des empiristes exigeants. Leurs instruments, le regard, comme vous le disiez, l'oreille, le nez, la main et surtout une mémoire redoutable. Ils n'ont pas de laboratoire, ils ont l'observation répétée. Un traité fondamental émerge alors, le Shanghan Lun, le traité des atteintes par le froid, encore une fois, pardon pour la prononciation. Il décrit les fièvres, les frissons, les diarrhées, les toux, les crises de chaleur interne et il propose des remèdes précis et codifiés. C'est un livre d'urgence, un manuel pour ceux qui veulent agir vite. Chaque symptôme correspond à une phase du désordre du fameux Qi. Une fièvre qui monte et qui ne descend pas, on réchauffe avec la cannelle ou le gingembre. Un froid qui s'enquiste dans la poitrine, on stimule le feu interne avec l'éphédra. Une fatigue profonde, on nourrit le centre avec le ginseng. Et rien n'est laissé à la croyance, maintenant tout est affaire de proportion et de contexte. Le même remède donné au mauvais moment peut nuire. Le médecin donc apprend la prudence du geste. Mais certains vont plus loin. Le légendaire Hua Tuo, médecin du IIe siècle, ose ce que d'autres jugent impensable à ce moment-là, ouvrir le corps. Il invente une boisson anesthésiante, le mafaisan, à base de cannabis et de vin. On dit qu'il pratiquait des incisions abdominales pour soigner des abcès internes, puis il refermait avec des fils de soie. Je rappelle, on est au IIe siècle.
Alors c'est peut-être exagéré, mais ça révèle quand même une idée nouvelle. La maladie n'est plus seulement un déséquilibre de ce fameux souffle, mais elle peut être une lésion, une altération physique qu'il faut corriger. Dans un monde où la dissection est interdite encore pendant très longtemps, c'est une révolution intellectuelle. En parallèle, la médecine chinoise développe une clinique sans scalpel, celle de la peau, du toucher, de la palpation. On découvre que certaines douleurs profondes se calment quand on appuie sur un point éloigné. Une épaule qui se libère quand on masse la main, un estomac qui s'apaise, vous voyez, on y vient petit à petit à l'acupuncture, un estomac qui s'apaise quand on chauffe la plante du pied, ça paraît incroyable. Ces expériences répétées des milliers et des milliers de fois tracent peu à peu une carte du corps invisible, celle des méridiens que l'acupuncture va formaliser plus tard. Rien de surnaturel là-dedans, simplement la mémoire collective des gestes qui marchent. Aujourd'hui, on parle d'intelligence collective, c'est un peu ça, cette intelligence collective, cette mémoire collective qui fait avancer les choses. Les traités de l'époque enseignent une méthode d'examen en 4 temps, observer, écouter, interroger, palper, on observe la démarche, le teint, les yeux, on écoute la voix, la toux, la respiration, on interroge les habitudes, le sommeil, les émotions, et enfin on prend les pouls, pas 1 mais 12, voire 24 répartis sur les poignets. Chacun parle d'un organe, d'un mouvement, d'un déséquilibre. Un pouls, corde tendue, le foie est irrité. Un pouls creux, le sang manque. Un pouls glissant, vous me direz ce que c'est, le froid s'est infiltré. Ce langage du doigt devient un outil de diagnostic d'une finesse stupéfiante. Le médecin chinois ne cherche pas la cause unique. Il ne dit pas « vous avez la grippe ». Il dit « votre vent froid s'est logé entre la peau et les muscles ». Il n'isole pas la maladie, il la replace dans la dynamique du corps. La fièvre n'est pas un ennemi à abattre, c'est une tentative du corps pour se réchauffer, pour expulser. Le rôle du praticien, c'est d'aider ce mouvement, de l'accompagner, de le rendre efficace sans qu'il détruise l'organisme. Cette médecine du geste et de la nuance est une véritable technique rationnelle, on peut le dire, même si son vocabulaire peut nous dérouter, parce que ça reste très poétique, très imagé. C'est un geste horriblement compliqué à décoder, à transmettre. C'est quelque chose d'abominablement compliqué. Vous allez nous dire ça. Et voilà. Alors peu à peu, il y a des protocoles, vous nous direz aussi ce que c'est, un protocole, des dosages, des durées, c'est déjà une science, et j'insiste sur le mot, c'est déjà une science clinique, sans microscope, mais avec une observation obstinée du vivant, et puis il y a les gestes du quotidien, réduire une fracture avec des bandes d'écorce, bon tout ça on connaît, ponctionner un abcès, faire transpirer un malade sous une tente de vapeur, on a eu ça au Moyen-Âge, je suis plus habitué à lire des choses médiévales occidentales, évidemment, évidemment, les médecins comprennent, je le disais tout à l'heure, qu'il existe des trajets privilégiés, des lignes de communication entre les organes, ce sont les méridiens, et sur ces lignes, des points précis réagissent à la chaleur, à la pression, etc. etc. C'est le moment du zoom, évidemment. Comment passe-t-on de la tisane d'armoise à la carte des points? Comment est-ce qu'on découvre qu'un point sous le pied peut calmer la tête, qu'une piqûre à la main apaise l'estomac? C'est l'histoire d'une invention unique au monde où l'intuition rejoint la rigueur, où le geste devient langage. C'est le moment du zoom, c'est le moment de voir avec vous maintenant, Philippe, celui où le feu, la peau et le souffle vont s'unir, l'acupuncture scientifique. Vous avez écrit un livre qui vient de sortir, Les aiguilles qui soulagent, chez Hugo New Life. On a toute votre vie dans ce livre qui est extraordinaire, parce qu'au départ vous n'étiez pas du tout prévu pour être médecin, vous aviez tout fait... dès l'âge de 4-5 ans, 6 ans maximum, je voulais être médecin. Ah d'accord. Oui. Mais c'est pas les études que vous faites au départ en fait. Attendez, j'ai su à 12-13 ans, au moment où l'époque où j'ai décidé d'être acupuncteur, qu'il fallait être médecin pour être acupuncteur. Ouais. Donc, pourquoi je voulais être médecin? Mon père était ingénieur, etc., un petit village de Savoie, parce que j'ai découvert dans une revue hebdomadaire, mensuelle, qui s'appelait Sélection du Digest, l'épopée, ça s'appelle La Citadelle de Cronin. Bref, histoire d'un médecin qui travaillait dans une zone défavorisée de l'Écosse, etc., etc. Et j'étais fasciné par ce monde. Et
Et de même que j'avais lu aussi, toujours grâce à cette revue, le chirurgien d'un auteur qui s'appelait Slaughter, américain. Bon. Donc j'étais fasciné par ça, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et je me souviens aussi, on retrouverait ça, les émissions de Pierre Desgroppes et Igor Barrère, oui, qui avaient retransmis la première implantation d'un pacemaker. C'était une boîte énorme, bref. Et j'étais fasciné par cet univers-là. Bon. Et secrètement, je vais être médecin. Et je suis venu à l'acupuncture, pourquoi ? Parce que j'étais le jeune homme, très 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 jeune homme, qui était tétanisé avant une interrogation de maths ou de géométrie. Je peux vous comprendre, ouais. Ça. Et je rendais copie blanche. Waouh. Copie blanche. Donc je passais pour quelqu'un de très très mauvais, de nul. Et alors qu'à peine sorti de la salle d'examen, je pouvais tout écrire. C'est terrible. Bon. Et mon grand-père qui était pharmacien, je m'administrais, j'avais des maux de ventre abominables, je me tordais de douleur. Enfin bon, c'est pas bon. Et une amie qui habitait Saint-Étienne avait vécu le drame qu'un jeune homme tombe sous ses roues alors qu'elle roulait à 30 à l'heure et le tue. Choc abominable. C'était un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant, donc traumatisme triple. Bon. Et elle s'en est sortie. Je la suivais de près, parce que c'est une amie très proche. Et plutôt que de filer ou d'être imbibée d'antidépresseurs, elle est allée voir un docteur qui s'appelle le docteur Griffoni, qui était un acupuncteur de renom à l'époque, et qui l'a complètement sorti de cet enfer. On peut dire l'époque Oui, c'était 60. D'accord. Années 60, ouais. Oui. C'est important. 60, années 60. Et elle était au courant de mes petits soucis par rapport au sien. Elle m'a dit, écoute, tu devrais essayer l'acupuncture, peut-être que. Et j'ai pas dit non. Et donc, elle m'a amené chez ce médecin, docteur Griffoni, fait des points. Et le lendemain, nous rentrions à Paris, et il me dit, attention, il y a plein de charlatans dans notre métier. À l'époque, il y en a qu'un à aller voir à Paris, c'est le docteur Regard, rue Madame. Je déboule chez Pierre Regard, rue Madame, et en 3-4 séances, plus de trous de mémoire, plus de maux de ventre, etc., etc. Et mes notes avaient considérablement augmenté. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.